Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Sud Radio, le parler vrai, vous savez, on vous attend au 0826 300 300, l'application également Sud Radio et les réseaux sociaux, parce qu'on va avoir besoin de votre avis, de vos avis, accords, désaccords, notamment sur des questions brûlantes d'actualité. Le désir d'enfant en net recul dans notre pays, ce sont les chiffres qui sont tombés ce matin, et puis la question des logements. On vous pose précisément la question sur Twitter notamment, un quart des logements en France largement sous-occupés. Est-ce que vous êtes choqué de ça? Est-ce que cette question même vous interpelle? Ça va provoquer quelques discussions, vous allez le voir en studio. Et puis natalité, comprenez-vous les jeunes qui ne veulent plus d'enfants? Vous êtes déjà une majorité à nous dire oui, à plus de 65%. On essaiera aussi de comprendre un peu ce phénomène. Et puis le téléphone, le standard vous est déjà ouvert, 0826 300 300. Comme je le disais tout à l'heure, j'accueille Jean-Luc Benamias qui est depuis Marseille, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour mon cher Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Jérôme Dubus, vice-président de France Israël, bonjour. Bonjour. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous. On attend également le camarade Jonas Haddad qui ne va pas tarder évidemment à débarquer avec une immense classe dans ce studio. Pour ouvrir ce moment de débat et avant qu'on échange de façon plus franche sur les sujets d'actualité, il y a d'abord vos coups de cœur et vos coups de gueule. Le premier étant Jean-Philippe, Marseille qui brûle avec en réalité un vrai coup de gueule profond qui est: quand est-ce qu'on va enfin prendre conscience de ce réchauffement climatique? C'est urgent, ça y est. Oui, moi je suis totalement outré. Enfin, là, c'est Marseille qui brûle, c'est 160 morts au Texas dans des inondations absolument folles en ce moment. C'était l'année dernière les inondations en Ille-et-Vilaine ou dans le Pas-de-Calais. Et on a depuis 6 mois une politique d'éco-bashing systématique. Toutes les mesures qui ont pu être mises en place, qui certaines méritaient des adaptations, avaient besoin d'être parfois corrigées, adaptées sur les 5 dernières années, sont en train d'être cassées. On a supprimé les zones à faible émission. On est en train de détruire le zéro artificialisation nette. On est en train de couper, de tailler dans les fonds verts qui permettent d'assumer la transition écologique. On revient en arrière sur la production des ENR. On est en train, le Rassemblement national voulait supprimer, mettre un moratoire sur tous les projets d'éolien et de solaire. On est dans un monde absolument fou. D'un côté, on a des morts, on va payer des centaines de millions. Enfin, Marseille, c'est l'aéroport qui est arrêté, plus un train, la ville confinée. Et dans le même temps, on a des élus totalement irresponsables qui, dans une espèce de trumpisme franchouillard, nous expliquent que l'environnement, c'est quelque chose qui est accessoire, qui ne doit pas exister. Enfin, faut arrêter cet éco-bashing. Qu'on revienne à une question d'appréciation un peu plus réaliste de l'environnement. On a eu une vision parfois déconnectée, très contraignante, très culpabilisante, très punitive, mais entre un excès à un autre, enfin là, c'est totalement scandaleux. Trumpisme franchouillard, selon Jean-Philippe Dugouin-Clément, le mot est lâché. Jérôme Dubus, vous êtes d'accord avec cette expression? Je suis d'accord sur le constat. Maintenant, pas sur le trumpisme franchouillard. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais la punchline est très bonne. Mais moi, je vais essayer d'élargir un petit peu le débat. En réalité, j'ai regardé un peu ce qui se passait sur la consommation mondiale de pétrole. On n'a jamais autant consommé de pétrole. On est à 110, 115 milliards de barils par an, mais parce qu'on a des pays... Alors, l'Europe, évidemment, est concernée, les États-Unis sont concernés, on a parlé de Trump, mais enfin, le vrai sujet, c'est quand même les pays en émergence. Oui. C'est la Chine. Bien sûr. Plus gros pollueur du monde, c'est quand même la Chine. Mais c'est vrai qu'en France, on voit ces derniers jours un véritable affrontement dans la classe politique et même dans la population. On a reçu un nombre incalculable. Non, mais bien sûr, mais c'est quand même une véritable scission. L'énergie consommée, elle vient de là. Et vous n'irez pas contre ça parce que il y a un certain nombre de peuples, il y a un certain nombre de pays qui veulent consommer, qui veulent avoir le même mode de développement que nous. Ils sortent du Moyen-Âge, j'exagère un petit peu, je force le trait évidemment, et ils veulent accéder à ce que nous avons nous connu. Et ça, vous n'irez pas contre ça. Ça c'est sûr. Donc ça va être très compliqué. Du côté de Marseille, Jean-Luc Benamias, qu'est-ce que vous pensez de cette discussion qu'on a actuellement en plateau sur l'affrontement en réalité, peut-être de la part de certains élus, un manque de conscience écologique tout simplement? Certains élus, c'est surtout une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a un vote qui vient d'avoir lieu, ça s'appelle la loi du plomb, qui remet en cause absolument toutes les politiques environnementales. On en parlera à midi d'ailleurs avec le sénateur concerné. Qui rabaisse toutes les politiques environnementales, avec une majorité de 300 voix contre 220.
Si je ne m'abuse, je suis à quelques députés près. Voilà, il y a une question de responsabilité par rapport à tout ça. Alors évidemment, on vit des... C'est pas la France qui est le plus touchée. Hein. Il y a bien des pays au monde qui sont encore plus touchés. Voilà. Après, sur le pétrole, Jérôme, le principal responsable quand même, ça s'appelle les États-Unis et c'est Trump. Qui sont les gros producteurs aujourd'hui pour relancer la vente de pétrole? Ça s'appelle les États-Unis. Hein. Oui, mais là, je parle de la consommation. Je parle pas de la production. Je parle de la consommation. La consommation va de pair, Jérôme, je t'apprends rien, avec la production. Non, mais Jean-Luc Benamias, vous êtes aussi, je le rappelle, vous êtes du côté de Marseille, ancien membre du CESE. Vous l'avez dit, en réalité, la plupart des élus, on l'a vu ces derniers temps du côté LR, la loi Grimillet aussi au Sénat, sur le renforcement la relance du nucléaire et le renforcement de certaines énergies renouvelables. Est-ce que vous considérez en effet que les thèmes énergétiques, l'écologie est en train de disparaître de la conscience de la classe politique? Non, je ne considère pas ça. Je considère qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est tout. Cette loi du plomb, qui a vraiment un nom d'ailleurs incroyable par rapport à tout ce qu'on pense du plomb dans le cadre de l'écologie et de la pollution de la planète. Mais c'est clairement, il y a une non-volonté d'actionner tous les éléments possibles pour permettre à la planète de survivre. Voilà. Cette non-volonté, il n'y a pas qu'en France, hein, mais ce vote-là est très significatif. Bon, et puisque vous êtes du côté de Marseille, mon cher Jean-Luc, oui. Je vous laisse la parole, parce que pour vous, qui avez un coup de cœur, c'est le coup de cœur des sapeurs-pompiers, des pompiers en général, hein, qui font un travail extraordinaire actuellement dans le sud de la France, mais particulièrement ces dernières heures du côté de Marseille. Marseille, à Narbonne et ainsi de suite. Hein. Vous avez vu l'ensemble des feux d'énormes feux d'ailleurs. Hein. C'est des centaines d'hectares. Oui, alors coup de cœur pour les pompiers, c'est pas très nouveau, mais c'est aussi un coup de gueule sur la politique française et sur notamment l'absence alors je parle pas des camions de pompiers, ça il y en a, mais je parle de l'absence, et tout le monde le sait, du nombre de Canadair qui ne sont pas disponibles. Il y a 12 Canadair en gros en France, 12. Hein, il y en a généralement 7 ou 8 qui sont en état de marche. Quand on a, comme ces derniers jours, notamment à Marseille, mais aussi à Narbonne, mais aussi dans d'autres parties de la France, quand on a autant de feux sur des centaines d'hectares, il est évident qu'on en manque. C'est Emmanuel Macron qui, en 2023, disait on va en construire un seul. On est capable, la France, de construire des Rafales, très bien, par rapport à la défense, ça paraît nécessaire. Qu'est-ce qui nous rend incapables d'améliorer le nombre de Canadair disponibles? Voilà, mais le coup de cœur était surtout sur les pompiers, parce que vous l'avez vu hier, hein, et je parle des pompiers salariés à plein temps, je parle des pompiers volontaires, parce que si on n'avait pas 80% de pompiers volontaires, on serait incapable de réagir dans les territoires. Bien sûr. Et hier... Bon, moi, sur Marseille, j'ai pas été touché, hein, mais une grande partie de Marseille a été touchée, notamment le nord de Marseille. Je félicite les pompiers et je félicite aussi les habitants des cités. Vous avez vu les images comme moi. Un certain nombre d'habitants des cités, les pompiers pouvaient pas être partout en même temps. Le feu était énorme. Il y a un certain nombre d'habitants des cités qui ont réagi de manière extrêmement, positive. C'est-à-dire, et même parfois d'ailleurs dans un certain danger. Heureusement, hier, semble-t-il, il n'y a eu aucun décès, aucun blessé grave. Quelques maisons brûlées, malheureusement, mais c'est quand même près de 1000 hectares qui ont été brûlés. Mais vous parlez des Canadair. La porte-parole du gouvernement ce matin sur RTL a dit que le gouvernement souhaitait sanctuariser dans le budget les commandes justement de Canadair. On est rassuré, on comprend même pas d'ailleurs pourquoi ce ne soit pas un réflexe depuis toujours. Suite des coups de cœur et des coups de gueule, et on reviendra aussi sur cette petite discussion. Jonas Haddad vient de nous rejoindre, Jean-Luc Benamias reste avec nous, ainsi que Jérôme Dubu, Jean-Philippe Dugoin-Clément dans ce studio. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est la poursuite de vos grands débats de l'été. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Votre rendez-vous pour le parler vrai durant tout l'été, vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez raison. 1 heure de débat sans langue de bois sur les sujets brûlants. Et puis, vous savez qu'on vous attend en studio, bien sûr, avec le camarade Manu qui vous attend au standard 0826 300 300 sur les différents sujets. Faut-il s'habituer à une France finalement sans enfants? Parce que la tendance est en baisse, on en discutera. 1/4 des logements largement sous-occupés. Est-ce choquant? C'est une étude de l'INSEE qui nous dit, qui sort ce chiffre. 79% des résidences principales considérées comme en sous-occupation très accentuée.
pour 1 ou 2 personnes. En moyenne, dans chaque logement, dans la plupart en tout cas, il y aurait 1 ou 2 pièces qui ne seraient pas utiles. Évidemment, ça provoque, on va dire, le déchaînement sur les réseaux sociaux. Et parmi vous qui nous appelez et qui réagissez déjà sur l'application et les réseaux sociaux, et puis le télétravail, faut-il tout doucement penser à le supprimer? Parce que vous allez voir, la productivité, même la créativité en pâtit. C'est en tout cas ce que nous disent certaines études. Et l'OCDE, on était en plein dans les coups de cœur, les coups de gueule, avec, je crois, quand même un petit fil rouge qui était l'environnement, parce que le camarade Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est avec nous, a évoqué justement Marseille qui brûle et la conscience nécessaire des politiques. Jérôme Dubu nous parlera dans quelques instants de son coup de gueule. Jonas Haddad qui nous a rejoint, merci beaucoup d'être avec nous, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains, et Jean-Luc Benamias qui est du côté de Marseille, évidemment, qui a alerté sur la nécessité d'avoir en France enfin un peu plus de Canadair, parce que nous étions un grand pays et que vu la situation climatique, il n'était pas envisageable qu'on en ait si peu. Mais il y a un vrai coup de gueule, et je me tourne vers vous, Jonas Haddad, cette fois sur les éoliennes. On en parlera également à partir de 12h30 avec Anne Lauvergeon, vous savez, l'ancienne PDG d'Areva, un secret si bien gardé, elle a la parole rare et elle veut justement prendre la parole sur ce sujet énergétique. Alors là, notamment chez les Républicains, vous avez provoqué en actant votre volonté d'être pro-nucléaire à fond et d'arrêter les subventions publiques, notamment pour les énergies renouvelables. Vous dites, c'est vraiment du côté des éoliennes, il faut arrêter ce massacre. Oui, d'abord parce qu'on est à un carrefour aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on regarde de façon schématique ce qui se passe au niveau des éoliennes, on est aujourd'hui à 2/3, si on prend le mix énergétique, 2/3 de nucléaire, 1/3 d'énergie intermittente. La difficulté qu'on a notamment avec les éoliennes, et je parle particulièrement des éoliennes terrestres, c'est que on a payé pour voir. On a payé pour voir à plusieurs titres. On a payé pour voir, d'abord, on a payé au sens strict du terme, puisque on subventionne cette énergie, en tout cas des éoliennes, puisqu'on avait réussi à l'arrimer avec le coût de l'électricité qui était lié au nucléaire. Donc on subventionne ces énergies, et moi en tant que libéral, je considère que si une énergie a fait la preuve de son utilité, elle n'a pas à être subventionnée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Deuxièmement, on s'est rendu compte que la production d'éoliennes coûtait beaucoup plus cher que celle du nucléaire, mais que surtout elle avait des conséquences sur la biodiversité. Je pense notamment au chemin des oiseaux, je pense notamment à tous ces mètres carrés de béton qu'il faut mettre à l'intérieur des sols, et je pense surtout aux nuisances sonores que subissent les gens qui sont les voisins de ces éoliennes, qui bien évidemment, les éoliennes ne sont jamais implantées à Paris ou dans les zones urbanisées. Donc j'adore les gens des villes qui nous expliquent qu'il faut mettre des éoliennes partout, mais parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura jamais d'éoliennes dans les villes. Et donc, ils considèrent que les autres peuvent subir ces nuisances, peuvent subir ces bruits, et puis surtout, les autres peuvent voir leur facture énergétique exploser. Je rappellerai quand même que, ça a été très peu dit, mais que les conclusions concernant le blackout qui a lieu en Espagne tendent à démontrer que c'est l'utilisation massive des éoliennes qui a fait dérégler le système électrique, puisque lorsqu'on est branché sur des éoliennes, il faut assurer l'intermittence, puisque, vous le savez, il n'y a pas toujours du vent dans notre pays, et que quand il n'y a pas du vent, on doit compenser avec du gaz, donc on est dépendant de la Russie, et que quand pour le coup il y a du vent et que donc les éoliennes produisent, il faut faire baisser en volume les centrales nucléaires, ce qui fait qu'après c'est encore plus compliqué de les faire redémarrer. Résultat des courses aujourd'hui, on n'a pas d'acceptation sociale des éoliennes, on a des résultats économiques qui sont très mauvais, et donc je pense qu'il faut mettre un terme à la subvention des énergies telles que les éoliennes terrestres. Le coup de gueule de Jonas Haddad, est-ce que, je me tourne vers vous Jean-Philippe Dugoin-Clément, on est dans un cas parfait de Trumpisme franchouillard, parce que c'était votre expression tout à l'heure. Trumpisme. Sur les éoliennes, non. Non, mais sur le solaire, oui. Et la proposition de loi qui avait été adoptée à l'Assemblée par les députés Rassemblement National et LR, qui prévoyait un moratoire sur l'éolien, mais aussi sur le solaire, du point de vue du solaire, me choque fondamentalement. Et sur les éoliennes, sur le constat qui vient d'être fait, en disant qu'en réalité, ce ne sont que des défauts, parce que bien sûr, c'est en campagne. Stéphane Bern, qui signait une tribune sur le sujet dimanche dernier, expliquait très bien, en réalité, les maires qui refusent, déjà, il y a d'énormes pressions des lobbies, ils refusent en réalité un gain financier, mais ils en ont toutes les nuisances, le bruit sonore, la mocheté dans les paysages, donc forcément, c'est délicat. Jérôme Dubu. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuisances. Jonas Haddad vient de le rappeler. Effectivement, c'est en zone rurale, par définition. Ça peut être aussi, d'ailleurs, en zone océanique, si je puis dire. Et il y a des projets
d'éoliennes offshore qui concernent aussi d'autres villes que la ruralité. Donc il ne faut pas non plus polariser sur la ruralité uniquement. Alors ce sont des projets, je ne sais pas s'ils aboutiront, mais en tout cas, il y a aussi des projets côtiers qui sont en examen. Bon, donc il ne faut pas polariser sur la ruralité, il ne faut pas opposer les villes à la campagne. Moi, je déteste ça. Je trouve qu'au contraire, il faut essayer de rassembler les gens. Et les éoliennes, c'est pas... effectivement, ne font pas l'unanimité. Oui. Bon, d'abord, c'est très très faible en matière de production, mais moi, je trouve qu'on ne peut pas avoir une politique énergétique d'à-coup comme ça. Alors, oui, un coup le nucléaire, un coup le renouvelable, on revient sur le nucléaire. Ensuite, les éoliennes formidables, on reviendrait sur les éoliennes. On a cassé la filière solaire et des panneaux voltaïques françaises quand on a enlevé les subventions. Alors, est-ce qu'il faut donner des subventions ou pas? Mais moi, j'aimerais un peu de stabilité. Un peu de stabilité. Un peu de stabilité dans la politique énergétique. En écoutant, vous regardant, écouter le débat, je vous ai vu sourire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas un débat très nouveau. Hein, je veux dire, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut une diversité des ressources énergétiques, notamment de l'éolien, notamment du solaire. Voir comment on termine avec l'ensemble des centrales nucléaires déjà existantes. Parce que, bien sûr. Je veux bien qu'on ait un débat de fond par rapport à la construction d'EPR, mais enfin, chacun s'aperçoit que la construction d'EPR est d'un coût absolument exorbitant, que l'EPR de Flamanville continue à ne pas tourner, à ne pas marcher, que le prix de l'EPR de Flamanville a été augmenté, à peu près multiplié par 10. C'est rien par rapport aux autres. Sont des fictions. Sont des fictions rien qu'au niveau financier. Alors après, sur l'éolien particulièrement, on n'est pas obligé de mettre de l'éolien n'importe où. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est quand l'éolien se trouve le long des autoroutes, je pense pas que ça gêne grand monde. Quand l'éolien est dans les surfaces, les grandes énormes surfaces commerciales, ça ne gêne pas grand monde. Alors, ok. L'éolien dans les surfaces commerciales, ça n'existe pas, ça. Après, la production énergétique faite par l'éolien, elle est performante. T'as des kilomètres. On n'est pas... donc sur la diversité, je me porte en faux sur le fait qu'il faille arrêter et de penser que le nucléaire remplacera tout ça. Le nucléaire, même non, si je pense que personne ne souhaite un grand remplacement par le nucléaire, mais ça ferait un tiers de l'énergie nécessaire en France. Monsieur Benamias, excusez-moi, juste, en fait, on pourrait vous croire s'il n'y avait pas un pays voisin qui avait adopté les mêmes solutions que vous et qui se retrouve aujourd'hui en grave difficulté énergétique. C'est faux. Notre voisin, ne dit pas c'est faux. Notre voisin, je termine. Notre voisin l'Allemagne, qui a mis en place strictement les politiques que vous recommandez, se retrouve aujourd'hui non seulement dépendant du gaz russe, vous qui parlez en permanence de la Russie, et se retrouvent aujourd'hui en grave crise industrielle parce que leur énergie est beaucoup trop chère. Donc ces visions des années 70, je pense qu'on en a soupé. La vision des années 70 ou pas, en attendant, en 1970, l'électricité et le marché des énergies allaient beaucoup, étaient dans une forme en tout cas meilleure, c'est ce que nous dira Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva, à partir de 12h30. Dernier coup de gueule, il est de vous, Jérôme Dubus, ça concerne la crise des bureaux en Île-de-France. Oui, alors pas seulement en Île-de-France, mais elle est exacerbée en Île-de-France parce qu'effectivement c'est 30% du PIB national. Donc on a les réserves de bureaux les plus importantes. Les derniers chiffres là qui viennent d'être publiés sur le placement des bureaux en 2025 sur le premier semestre sont très mauvais. On est à moins 25 de placement en règle générale. On atteint aussi à Paris intramuros hors quartier d'affaires, donc c'est un peu plus compliqué, moins 40%. À la Défense, on était à moins 11%, donc les chiffres sont très mauvais. Bon, alors il y a des causes structurelles, c'est évidemment le ralentissement économique, c'est on en parlera tout à l'heure, l'affaire du télétravail. Puisqu'on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis il y a des causes structurelles, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où la tertiarisation de l'économie atteint ses limites, et puis aussi le fait que on aura dans les années qui viennent une stagnation de la population active. On en parlera évidemment sur la natalité aussi tout à l'heure. Donc tout ça est un peu lié, et je trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts sur la transformation de bureaux en logement. Alors, c'est un vieux serpent de mer, c'est comme les éoliennes, c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Alors, il y a des études qui sont en cours de parution, là, qui vont paraître au mois de juillet sur ce sujet. C'est des nièmes études, parce qu'on en a plein les placards, tous les 2 mois, de transformation de bureaux en logement. Sur les 6 millions de mètres carrés qui ne sont pas placés de bureaux en Ile-de-France,
on pourrait reconvertir, peut-être 1,5 million à 2 millions. Rapidement autour de la table. Ce qui ferait à peu près 30 000 logements. Bon, c'est pas négligeable. Oui, ce qui n'est pas négligeable, surtout dans la crise du logement. Le problème, c'est le coût. Oui, c'est toujours le coût. Alors, nous, chez Action Logement, on a fait beaucoup d'efforts. On a créé une foncière qui s'appelle la foncière de transformation immobilière. On a récupéré et transformé 5 000 logements en 5 ans, c'est pas si mal. Voilà, mais du côté des pouvoirs publics, ça reste un peu stagnant. Donc il faudra peut-être un petit effort de ce côté-là, créer une foncière qui permette de transformer des bureaux en logements. En un mot autour de la table, c'est vrai que pendant un temps, on avait vanté les grandes surfaces de bureaux, les grands groupes étaient absolument partout, vous les traversez, ce sont maintenant d'immenses couloirs vides. Est-ce que le politique a suffisamment pensé à ça? Je m'adresse à vous, Jonas Haddad et Jean-Philippe Dugouin-Clément, sur la conversion de ces grands espaces fantômes désormais. Moi, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais c'est pas aux politiques de s'occuper de ça. C'est au marché de gérer. Le politique a bien d'autres sujets, il ne maîtrise pas tant que ça la sécurité, l'éducation, la justice. C'est pas aux politiques de s'immiscer là-dedans. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Oui, on peut de Mency. On peut dire aussi que le politique ne sait rien, il doit s'occuper de rien. Le problème de la transformation bureau-logement, on a aujourd'hui plus de 4 millions de Français qui sont mal logés. On a des millions de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés, qui sont vides et qu'on n'arrive pas à transformer pour 3 raisons. La première, c'est le coût de la transformation. Et en fait, c'est le coût de la norme, essentiellement, qu'on paye et qu'on pourrait gagner en partie là-dessus. La deuxième raison, c'est le désintérêt des maires. Avoir des habitants, ça coûte de l'argent. Avoir des logements vides, ça n'en coûte pas, voire des bureaux vides, ça peut en rapporter. Donc, on a ces 2 raisons-là. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on ne met aucun outil incitatif fiscalement pour essayer de faciliter les choses. On pourrait réfléchir sur des questions de taux de TVA réduite ou autre. Mais les réflexions, on va devoir les entamer, puisque dans un instant, et je compte sur vous pour nous appeler au 0826 300 300 et réagir sur l'application et les réseaux sociaux. Doit-on supprimer le télétravail? C'est quand même devenu une habitude pour énormément de salariés. Mais les entreprises, ça a commencé aux États-Unis, ça arrive en France, du côté de la Société Générale, de Free, de Stellantis, d'Ubisoft. Fini le télétravail, ou si ce n'est pas fini, on va quand même tout doucement commencer à devoir l'encadrer sévèrement. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que tout simplement pour une question de productivité et d'efficacité, faut supprimer le télétravail? Parce que après tout, c'est à ça que ça sert une entreprise. On arrive à 8h, on part à 18h. Eh oui, c'est la vie, on attend votre parler vrai sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Maxime Liédo. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va mettre les mains dans le cambouis de l'actualité avec les sujets qui nous préoccupent. 0826 300 300 pour nous appeler et pour nous donner votre avis sur cette première question. C'est vrai qu'il agite quand même le monde du travail et aussi le monde économique. Doit-on supprimer le télétravail? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, sur l'application Sud Radio, parce que on sent bien que le mouvement, s'il vient certes des États-Unis, on a vu notamment ces dernières semaines des salariés de la Société Générale se mettre en grève. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, c'est devenu une réalité. 7 salariés sur 10 y ont accès, c'est près de 25% des Français autour de la table. Comment vous regardez ce débat? Est-ce que c'est un débat qui est déjà inutile ou au contraire c'est un débat de fond? Ce sont les évolutions du travail. Jérôme Dubu. Oui, moi je donne mon exemple personnel puisqu'on a négocié dans notre entreprise de 2700 salariés, qui est une entreprise de logement social, on a négocié plusieurs fois des accords de télétravail. Bon, les syndicats, il y a 3 ans, nous demandaient environ... Au moment du Covid, on est d'accord. Voilà, absolument. Alors, à la sortie du Covid, 3 jours de télétravail et 2 jours de présentiel dans l'entreprise. C'était la proposition des syndicats, de salariés. La proposition de la direction, c'était l'inverse. C'était 2 jours de télétravail et 3 jours dans l'entreprise. Et finalement, dans l'accord qui a été conclu, c'est ce qui a été proposé par la direction qui l'a emporté. Et tout le monde s'en porte bien. Et aujourd'hui, on vient nous demander de la part des salariés de revenir sur un des jours de télétravail. Mais là, c'est les salariés qui vous demandent. Exactement. C'est exactement l'inverse de ce qui se passait à l'époque. Donc on a inversé les rôles. Pourquoi est-ce qu'ils vous donnent les arguments en disant quoi? C'est moins convivial, c'est moins sympathique, moins efficace. 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel, c'est déjà trop. C'est déjà trop, si vous voulez, parce que la cohésion, la productivité, le présentiel, c'est quand même le rassemblement. C'est comme ça que vit une entreprise. Donc moi, il me semble que alors c'est un peu brutal ce qui a été fait à la Société Générale parce que ça a été fait de manière unilatérale. C'est-à-dire un mail en disant vous êtes mis les cocos à partir de la semaine prochaine, de manière unilatérale. Il ne peut être que dénoncé par accord. Donc pour vous, est-ce qu'on doit supprimer le télétravail? Donc je pense que 1 jour et 4 jours, 1 jour de télétravail, 4 jours de présentiel me paraissent la bonne formule. Donc pas de suppression,
unilatéralement, mais une négociation visant à revenir dans l'entreprise. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Jérôme Dubu. C'est le cas de Publicis, par exemple, ça fait quelques temps qu'ils se sont emparés de ce sujet. Alors, c'est simple, le télétravail. Alors oui, pourquoi pas. En effet, 2 jours et certainement pas des jours consécutifs et certainement pas le lundi. Jean-Philippe Dugoin-Clément, comment vous regardez cette question ? Faut-il passer à une suppression de ce télétravail qui était une mode de pendant le Covid ? Alors moi, je suis opposé à la suppression et par contre, je suis pour poser des limites ou encadrer un petit peu. Supprimer, ça permet quand même de gagner un gain de vie absolument énorme pour des gens qui prennent 4 à 5 heures de transport par jour pour aller travailler. Ça, c'est sûr. Ça permet d'avoir un gain de productivité parce qu'on a des gens qui sont moins fatigués globalement. Ça permet sur des secteurs métropolitains totalement engorgés en termes de transport de réduire un petit peu la pression sur le transport. Après, la question de plateaux de bureaux qui sont totalement vides, d'équipes qui ne se voient plus qu'en visio, qui ne se réunissent plus, qui ne travaillent plus ensemble, c'est quelque chose de compliqué. Quand on est à plus de 2 jours de télétravail par semaine, c'est ce à quoi on arrive. Donc moi, je pense qu'il faut limiter un petit peu. Il faut réglementer d'avoir 1 ou 2 jours où il n'y a pas de télétravail pour obliger les gens à se rencontrer. Mais après, pour moi, c'est des accords d'entreprise. Oui. Mais sur le principe, c'est-à-dire ne pas avoir 2 jours d'exécutif pour pas avoir peut-être des week-ends un peu prolongés, pas le lundi. Pareil, il y a même des entreprises qui disent alors certainement pas le vendredi, parce que le vendredi, on sait ce que c'est. Prenez télétravail, on essaye d'appeler, ça répond pas. Ça peut, après, je crois que la réalité est différente en fonction des métiers, donc en fonction des entreprises. Après, c'est comment est-ce qu'on le réglemente, entreprise par entreprise. Moi, je pense qu'il faudrait imposer au moins une journée où il n'y a pas de télétravail dans une entreprise. Oui, une journée, on décide d'une journée, le mardi, le mercredi, le jeudi, peu importe, mais il n'y a pas de télétravail pour permettre aux équipes de se rencontrer. Quand ils peuvent, parce que quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est seulement, d'une certaine manière, 35% des salariés seulement qui ont la possibilité de faire du travail. Il y a plein de métiers dans certains métiers, c'est beaucoup plus que 35% en fait. Bien sûr. Jonas Haddad. Moi, je pense qu'on doit totalement laisser le libre choix aux entreprises de le décider. Les entreprises ont suffisamment d'injonctions aujourd'hui pour savoir si elles doivent faire ceci, cela. Les chefs d'entreprise connaissent bien leur entreprise et connaissent bien le management dont ils ont besoin. Deuxièmement, ce sont quand même les propriétaires des entreprises qui ont le droit de décider de la façon dont les gens vont travailler. Mais vous, avec vos différentes casquettes, avocat, vice-président de la région Normandie, même porte-parole, oui, mais c'est vrai, il est porte-parole adjoint des Républicains. Quel regard vous avez sur le télétravail ? Alors mon regard, il est que fondamentalement, on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui est tertiarisée. Je rappelle à nos auditeurs qu'on n'a plus que 10% de notre économie qui est liée à l'industrie. Tout le reste, c'est globalement du tertiaire, quoi. Voilà. Donc en fait, on a besoin de cela. Cela étant dit, ce dont on a besoin aussi, c'est que les gens travaillent davantage. Je rappelle à chaque émission que nous sommes en France le pays d'Europe qui travaille le moins, ce qui nous crée des déficits structurels. Donc télétravail, pourquoi pas, mais dans télétravail, il faut qu'il y ait le mot travail, il faut que les gens travaillent. Et enfin, dernier point, c'est mieux. La réalité, c'est que le télétravail et la numérisation globale de la société, pour laquelle moi je suis un avocat, un fervent avocat, ne doit pas faire en sorte que ça arrête totalement le lien humain. Bien évidemment, la cohésion dans l'entreprise, elle est importante, donc il y a besoin d'avoir des jours de présence physique. Et deuxièmement, il y a besoin que le télétravail ne soit pas une excuse pour pas répondre. Je vous donne un exemple. Vous me parlez de mes différentes casquettes. Moi, j'ai des gens dans mon cabinet d'avocat, ils me disent c'est bon, maître, on a envoyé un mail. Mais je me fous qu'ils aient envoyé un mail. Ce que je veux, c'est qu'ils aient un résultat pour nos clients. Donc, si à un moment, il faut qu'ils soient ensemble, c'est l'efficacité en réalité. Qu'ils se mettent dans une salle de réunion ou qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils lèvent leur téléphone pour appeler le client, je leur dis, je me fiche de votre télétravail. Je veux que vous soyez ensemble pour rendre un service, un résultat. On est dans une économie dans laquelle aujourd'hui, on doit être beaucoup plus efficient. Et donc, il ne faut pas que le télétravail soit une façon de moins travailler parce que nous avons besoin de plus travailler. 0826 300 300, c'est Karine qui nous appelle sur Sud Radio de Pont-de-Seine. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Vous êtes salarié, j'imagine, du côté des Pont-de-Seine, je le disais, dans l'Aube. Et vous avez la possibilité d'être un peu en télétravail ? Alors moi, j'ai 3 jours de télétravail. Qu'est-ce que vous faites si c'est pas indiscret ? Alors, je suis dans le service informatique d'une administration. Voilà. D'accord. Donc 3 jours de télétravail par semaine. On a 3 jours de télétravail par semaine. On est obligé d'y aller une journée tous ensemble. Et de nous-mêmes, en fait, comme on travaille en équipe, de nous-mêmes, la deuxième journée qu'on a, on s'arrange toujours pour l'avoir ensemble. Parce qu'on a besoin de se voir. Moi, c'est vrai que les réunions en visio, c'est pas très pratique quand même. Et c'est mieux d'avoir un échange humain, quoi.
Donc vous, ce que vous dites, c'est que de ce que je comprends, en tout cas les 3 jours de télétravail, ça vous va bien. Vous vous débrouillez tranquillement entre collègues pour vous voir un peu, pour faire avancer les dossiers. Mais à la question qu'on vous pose sur l'application et les réseaux sociaux Sud Radio, l'idée de potentiellement supprimer, vous, si demain votre entreprise vous envoie un mail en vous disant bon Karine, vous êtes vraiment super, mais à partir de la semaine prochaine, tu es présente 4 jours sur 5. Ce serait envisageable ? J'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix, je le ferai. Après, moi j'ai eu mon 3e jour pour des problèmes de santé. Et avant que j'ai mes jours de télétravail, j'étais, on va dire 15 jours par an en arrêt de maladie. Et depuis, j'ai plus rien, parce qu'en fait, je me gère. Je gère ma maladie, je gère les déplacements. Là, je vois, en début de semaine, je suis allée à Paris, lundi, mardi. 2 heures de retard le train pour rentrer chez moi, 3/4 d'heure le matin. Bon, c'est du stress en plus. Si tout était parfait à côté. Oui, ça irait, mais là c'est pas le cas. C'est vrai que c'est la galère, quoi. Après, je comprends. Moi, j'ai des collègues qui veulent pas être en télétravail. Je pense qu'il faut que ça reste un choix. Moi, c'est ce qu'on disait autour de la table. Il faut au bout d'un moment que le salarié ait le pouvoir au maximum, parce que c'est quand même sa vie qui est gérée derrière. Alors nous, on a des outils, on a des outils de contrôle. Nous, on nous a installé sur notre machine un logiciel qui permet de voir si on est en ligne, si on n'est pas en ligne. Horreur. Et quelle horreur en même temps. Dans une société informatique, ça a sa logique, mais l'idée d'avoir une caméra sur l'ordinateur pour voir si vous êtes en pyjama et votre café à 8h, bon. Non, c'est pas une caméra. C'est un outil qui nous permet de chatter en direct. Donc en fait, dès qu'on nous pose une question, il faut qu'on soit devant notre poste, quoi. Bien sûr, oui. Donc, mais c'est l'efficacité que vantait tout à l'heure Jonas Haddad, c'est ça. Une question, une réponse. Ceci dit, moi, si on me demande de retourner en présentiel plus souvent, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en train d'envisager de prolonger le travail, d'aller à la retraite un peu plus tard. Ce serait compliqué. Je ne saurais pas le faire. Ouais. Bon, mais merci Karine d'avoir témoigné au micro de Sud Radio et de nous avoir appelé au 0826 300 300. Faut l'entendre, ça, Jérôme Dubu. En effet, on a donné à un moment la liberté aux salariés d'avoir un confort de vie, notamment dans la vie privée, peut-être d'être beaucoup plus disponible pour certaines tâches, pour les enfants. C'est un confort qu'on a donné aux salariés. Vous voyez, chez nous, les salariés, ils réclament de revenir. Donc c'est un peu l'effet inverse. Alors, pas les gens qui sont malades, parce que là, c'est un cas un peu particulier. Et l'accord qu'on a conclu, il prévoit aussi que les gens malades peuvent avoir un peu plus de télétravail. Et Jean-Luc Benamias, vous, du côté de Marseille, qu'est-ce que vous en pensez ? Si j'avais pas le télétravail, comment je ferais l'émission de Sud Radio ? C'est vrai. Mais pour nous, vous êtes indispensable tous les jours en télétravail, Jean-Luc, si vous voulez. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu travailles pas, là. Tout va bien. Non, plus sérieusement. C'est tellement différent selon les métiers, selon les secteurs d'activité. Je pensais notamment à tout ce qui est fonction publique, territoriale ou pas d'ailleurs. Les catégories C font pas de télétravail, à connaissance, ou extrêmement peu de télétravail. C'est les secteurs de cadres, catégorie B. 61% des cadres, Jean-Luc. Oui, c'est ça, bien sûr. Et donc on est sur. Et moi, je suis assez d'accord avec M. Haddad. Ça dépend des entreprises, des gens de droite, des collectivités territoriales et locales, pierre blanche. de voir comment, avec les syndicats et avec les salariés, comment on organise cette régulation. Alors, est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 1 jour, est-ce que c'est 3 jours ? Ça dépend des métiers. Et je pense aussi à tous ceux qui sont auto-entrepreneurs. Ils sont comment, les auto-entrepreneurs ? S'ils sont pas en télétravail, pour beaucoup d'entre eux, ça dépend évidemment des métiers. Bien sûr. Voilà, c'est très différencié. Et donc, il faut laisser de larges possibilités de discussion. Après, je comprends très bien qu'on ne fait pas du télétravail 5 jours sur 5. Ça c'est sûr. Ça n'existe pas. Le fait de dire, allez, au minimum, c'est une journée où on se retrouve, me paraît nécessaire. Voilà. Mais selon les métiers, c'est vraiment tellement différencié. Mais vous avez raison, mon cher Jean-Luc, on a fait le tour du sujet. Je remercie encore Karine qui nous a appelé tout à l'heure pour son expérience. 0826 300 300. Dans un instant, un sujet aussi qui fait beaucoup parler, qui n'est pas totalement sans lien. C'est une étude de l'INSEE qui provoque la colère de beaucoup d'auditeurs. 7,6 millions de logements comportent au moins 3 pièces de plus que nécessaire. Mais vous savez ce qu'on répond soi-disant à cette étude de l'INSEE ? Foutez-nous la paix. On habite encore où on veut, comment on veut. L'URSS n'est pas
pas pour tout de suite. Voilà, ça c'est le parler vrai de nos auditeurs sur Sud Radio. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et c'est le moment où vous avez la parole sur l'application, sur les réseaux sociaux de Sud Radio pour votre parler vrai, pour évidemment nous donner votre avis, participer à la conversation avec une étude de l'INSEE qui provoque beaucoup de commentaires. Un quart des logements sont largement sous-occupés. Est-ce que c'est choquant? Parce que on entend sans doute, ou en tout cas dans les commentaires, on comprend que s'il y a une étude sur ça, c'est peut-être que derrière il y a la volonté de dire bon écoutez les Français vous êtes gentils, on est en pleine crise du logement. Qui dit crise du logement, on va pas laisser notamment des personnes qui habitent dans le même logement depuis 20 ans, où les gosses sont partis dans des lieux d'habitation qui sont trop grands. Il faut savoir, on va dire, faire un petit tri dans tout ça. Vous, quand vous voyez ce chiffre, même que l'INSEE, moi je suis quand même étonné que l'INSEE aille sur ce genre de données. Est-ce que ça vous interpelle, Jean-Philippe Dubouin-Clément? Enfin, on découvre que la Terre est ronde. Il y a une sous-occupation. Certains, c'est pas sûr, donc vous allez le rappeler. Mais tout le monde le sait sur les décideurs, les élus, les responsables. On a une sous-occupation d'une grande part du parc du logement. On a une suroccupation d'une grande partie du parc de logement. Et on a 3 millions de logements vacants en France. C'est les résultats de quoi? Avant-guerre, en 1930, il y avait 8 à 9 personnes qui vivaient dans 80 mètres carrés, en caricaturant sur 3 générations qui vivaient côte à côte dans une société où on ne décohabitait pas. En 1980, on était encore à 3,5 occupants en moyenne par logement. Aujourd'hui, on est à 2,5. Il y a un couple sur 2 qui divorce. On vit plus longtemps. La population est plus nombreuse. On a une part de logement qui est pris par le Airbnb, la location touristique, ce qui n'existait pas il y a 50 ou 60 ans. Donc, effectivement, c'est la situation de la crise du logement dans ce pays et de l'absence de politique de logement. Pour vous, des gens qui occupent des logements trop grands, ça fait partie de la crise du logement. Non, c'est un fait. Le problème de la crise du logement, c'est qu'on ne produit pas suffisamment de logements pour permettre à des gens qui sont en suroccupation de se loger, que le logement est d'une manière générale trop cher et donc on bloque les mobilités sur le logement, qu'on n'a plus de politique d'aménagement du territoire dans ce pays, ce qui fait qu'on a 3 millions de logements vacants dans des villes comme Saint-Dizier ou quand vous allez en Haute-Marne, quand vous allez dans la Creuse, qui se vident totalement. Et en fait, on paye une évolution d'une part sociétale, parce que la société, les modes de vie ont profondément changé en 80 ans, mais aussi une carence d'aménagement du territoire. Et Jean-Luc Benamias, vous, le Marseillais, comment vous regardez ça, la soi-disant des logements qui sont sous-occupés? On n'a plus le droit de vivre tranquillement, d'habiter les lieux qu'on veut? Pas le logement à Marseille, vous l'avez vu, il y a eu un procès qui vient de se terminer. Bien sûr, rue d'Aubagne. Dramatique. Bon, je reviendrai pas sur ce procès, même si je laisse les victimes en parler prioritairement. Dans les grandes villes, le problème n'est évidemment totalement différent. On vient de le dire, de ce qui se passe dans les régions de campagne. Dans une grande ville comme Marseille, oui, il y a un manque de construction de logements, c'est évident. Après, il y a un manque de turnover, mais on vient d'en parler. C'est très difficile de dire à une famille qui est passée de 5 ou 6 personnes à 2 ou 3 personnes, de dire vous déménagez obligatoirement. C'est compliqué. Non, mais j'ai l'impression qu'autour de la table, pardonnez-moi, vous n'êtes pas interpellé. C'est quand même l'INSEE, un quart des logements largement sous-occupés. Si on nous laisse la parole, on va être interpellé. Vous êtes 4, il faut qu'elle circule. Mais oui, Jean-Luc. Quand on parle de la Creuse, oui, qu'il y ait des logements vides en Creuse, c'est possible. Mais à Marseille, il n'y a pas beaucoup. Alors si, il y a des logements qui ne sont pas occupés parce que des gens sont passés à Airbnb, on en a parlé, et qui font que ils sont sous-occupés, ces logements. Et ils ne sont pas utilisés par des gens à plein temps. Jonas Haddad. Moi, je pense qu'en fait, on se pose la question de la rareté et de l'occupation du logement parce qu'on ne construit pas assez. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. En France, il faut massivement construire. Parce que en construisant massivement, on va augmenter l'offre, donc on va faire baisser la capacité, le prix pour pouvoir se loger. Et deuxièmement, j'aimerais m'attarder sur une statistique dans cette étude. La statistique particulière, c'est qu'aujourd'hui, c'est 10% seulement de suroccupation chez les 25-40 ans, quand c'est 45% de suroccupation chez les 65 et plus. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est normal, il y a eu des transitions démographiques, sont aujourd'hui les personnes dites seniors qui ont les appartements qui sont les plus grands. Alors, loin de moi l'idée de réduire ça. Moi, au contraire, je pense qu'il faut massivement construire. Mais donc, ça veut dire que ceux qui souffrent le plus de cette rareté du logement, ce sont les jeunes actifs. Et il faut rendre aux jeunes actifs le fruit de leur travail. Il faut qu'ils puissent se loger, il faut qu'ils puissent acheter. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Et moi, j'en vois dans ma région qui viennent nous voir.
comme claque sociale lorsqu'il y a deux personnes environ trentenaires qui travaillent tous les deux, qui vont à la banque et qui disent on aimerait acheter notre logement et aujourd'hui on leur claque la porte au nez. Parce qu'il n'y a plus assez de logements dans ce pays, et donc il faut construire massivement. Non, je tape pas du poing sur la table, mais je trouve que c'est ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est l'œuvre de Christophe Colomb, cette enquête. Enfin, on en parle depuis 50 ans, voilà, en disant, il y a des suroccupations, il y a des logements vacants, etc. Enfin, c'est pas les logements vacants, c'est le fait, pardonnez-moi, c'est pas les logements vacants. Ça va dans la même chose. C'est le fait qu'en réalité, les Français habitent selon l'INSEE dans des choses trop longues. C'est pas la même chose. Il y a deux choses, et Jonas Haddad l'a dit tout à l'heure, effectivement, il faut par tranche d'âge, il faut un peu sous-estimer ou surestimer le choc de ce chiffre. D'abord, dans le logement privé, il n'est pas question de toucher au logement privé et aux propriétaires. Il y a un droit de propriété dans ce pays, il faut le respecter. Donc c'est pas là qu'on va toucher. Dans le logement social, que je connais bien, on fait des efforts. C'est-à-dire que la personne âgée, effectivement, qui est dans un 3 pièces, qui pourrait vivre dans un 2 pièces ou même dans un studio parce que malheureusement son mari ou son épouse est décédé et qui se retrouve tout seul, sans enfants, etc., parce que les enfants sont partis, on a le droit au maintien dans les lieux, qui est un verrou, que je considère moi comme un verrou, parce que vous ne pouvez pas demander à la personne de manière autoritaire de changer de logement. Mais on fait des efforts, ça veut dire que les bailleurs sociaux, on propose des changements en disant, vous êtes seul dans un 3 pièces, vous paierez peut-être un peu moins cher dans un 2 pièces, et donc vous allez libérer un 3 pièces pour un jeune couple. Voilà, ça se fait quotidiennement. Mais vous pouvez pas obliger les gens à changer. Donc c'est un peu, même si on construit un peu plus, et ça moi j'attends de voir parce que ça fait 30 ans que je vois des politiques du logement où on construit moins. Oui, on fait tout pour construire moins. Que ce soit la gauche ou la droite, on fait tout pour construire moins. Donc là, on a un vrai sujet. Un mot de Jean-Luc. Oui, Jérôme, dans le logement social, excuse-moi, tu me dis si je me trompe, on peut obliger les gens, quand il y a, on est passé d'une famille de 5 à une famille de 2, à changer de logement quand même dans le logement social. Non, tu as le droit au maintien dans les lieux, tu es chez toi. Ça dépend de l'âge. Non, je t'assure. Ça dépend des règlements des bailleurs sociaux. Mais tout un tas de bailleurs sociaux ne font pas que ça. Allons du côté du privé, parce que Luc nous appelle. Bonjour Luc. Bonjour Maxime, bonjour à vos invités. Je savais que ça allait vous faire réagir. 0826 300 300. Vous êtes promoteur immobilier. Et pour vous, cette étude de l'INSEE, merci de votre bon sens. Dites-vous, elle est grotesque. Oh, grotesque. Bon, ça c'est mon mot. Allez-y. Oui, non mais je suis un peu d'accord avec vous. Je veux dire, il y a deux aspects de la chose. Et vos invités l'ont bien dit. Il y a le public et le privé. Alors, moi, le public, c'est pas mon fort, mais par contre, il y a 2-3 réflexions, notamment une dont je peux vous faire partie. Moi, je vends des appartements en défiscalisation, en Pinel, à des gens qui sont embauchés en HLM. Oui. Des gens qui profitent de l'argent des Français pour se loger à pas cher, et qui profitent de ces économies d'impôts pour investir dans mes constructions. Déjà que je vais commencer par faire la chasse à ça, parce que ces gens-là, et j'en connais qui ont 2-3 appartements, pourraient se loger à leurs frais, plutôt que de se loger aux frais du contribuable. Sans en faire une généralité, ce que vous nous dites, Luc, c'est que malheureusement, il y en a qui sont en HLM, mais qui à côté profitent d'un certain système, Jean-Philippe Dubois-Clément. C'est pas que j'en fais une généralité, bien évidemment, mais si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup d'abus. Voilà. Mais c'est un des problèmes du logement social. C'est au moment où la personne rentre, elle a des revenus, une composition familiale qui correspond au logement. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, les revenus peuvent être devenus très supérieurs ou la composition familiale peut avoir évolué. Et les règles de mobilité, les systèmes de mobilité font que c'est extrêmement compliqué juridiquement aujourd'hui pour les bailleurs de pouvoir pousser à cette mobilité. Et d'une manière générale sur le logement, on a besoin de 2 choses. Ce que vous disiez, qui est de construire davantage. On sait que dans ce pays, on a grosso modo besoin peu ou prou de 500 000 logements par an. Quand on a eu, il y a de cela 2 ans, un ministre du logement qui estimait que 230 000 logements, c'était très bien parce qu'il y a 3 millions de logements vides dans la diagonale du vide. On paye cette folie-là et cette incurie-là. Et puis la deuxième chose, on a besoin de simplifier, on a besoin de dénormer, de permettre aux bailleurs et aux maires d'avoir de la souplesse pour faciliter, accompagner les parcours résidentiels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Marie, sur l'application et les réseaux sociaux Sud Radio, on vous a posé la question qui dit pas choquant, surtout pour les
les propriétaires privés. Elle rejoint Luc, on ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe du côté des HLM. Oui, mais c'est pas tout à fait vrai ce que dit Monsieur Luc, parce que, enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais moi je vais l'appeler Luc. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait vrai. D'abord parce que ceux qui dépassent les plafonds, qui sont dans le logement social, qui dépassent les plafonds. Je termine. Attendez, laissez finir Jérôme. Ceux qui dépassent les plafonds ont un surloyer qui quasiment les ramène au niveau du logement libre, dans les logements sociaux. Donc ils n'ont aucun intérêt à rester dans le logement social. Et deuxièmement, ceux qui sont propriétaires n'ont pas accès au logement social. Ou alors, donnez-moi les cas, moi je vais les régler rapidement. Et Maxime, juste aussi, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Luc. On parle, nous, là, de politique publique pour le faire et tout. J'aimerais aussi avoir une pensée aujourd'hui pour toutes les agences immobilières, pour tous les promoteurs immobiliers qui, depuis quelques années et quelques mois, mettent massivement la clé sous la porte. C'est bien beau de vouloir faire une politique du logement, c'est bien beau d'expliquer qu'il faut faire en sorte que les gens puissent se loger, mais si on n'a plus des acteurs privés pour faire en sorte que on ait des annonces, on ait des agents, on ait des promoteurs qui construisent, on va faire quoi? On va mettre un fonctionnaire derrière chaque appartement pour faire en sorte de le louer. Donc il faut qu'on recrée aussi un business de l'immobilier, une économie de l'immobilier pour que les gens aient des interlocuteurs en face. Luc, le mot de la fin avant qu'on se quitte sur ce sujet. Le mot de la fin en deux choses, parce que j'ai pas beaucoup parlé. D'une part, je pense que c'est pas un problème de seuil de salaire pour les logements sociaux. Je comprends très bien ce que dit votre interlocuteur, mais il n'y a n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui sont dans les clous pour avoir certains logements sociaux et qui à côté achètent de la défiscalisation. Ça c'est une chose. Le privé, je suis tout à fait d'accord avec votre dernier interlocuteur. Jonas Haddad, oui. Vous savez, moi je suis italien. Il y a 30 ans, dans mon secteur, du côté de Nogent-sur-Marne, Le Perreux, tout ça, même 40 ans, puisque je suis rapatrié d'Algérie, les Italiens, c'était le bâtiment. Il y a 40 ans, nous étions une palanquée de petits constructeurs italiens. Il n'y en a plus un. Aujourd'hui, quand vous regardez les programmes immobiliers, il y a quoi? Vous avez, sur toute la France, 10 promoteurs qui sont des émanations de banques. Oui. Et vous avez des locaux, des gros locaux en province, qui sont eux aussi, ou des très vieux et qui ont réussi à avoir une implantation locale, ou aussi des gens qui ont été rachetés par des banques. Il n'y a plus de petits promoteurs immobiliers. Oui. Moi, vous savez, je fais des résidences étudiants essentiellement. J'ai fait des logements de très grand standing, de très grand luxe. J'ai plus la clientèle. Et des résidences étudiants. Et ben, je peux vous assurer qu'à chaque fois que je suis sur un projet, je me fais préempter pour une société de HLM. Et quand je me fais pas préempter pour une société de HLM, même si j'ai le gestionnaire et l'acquéreur, j'arrive pas à trouver des financements pour faire mon opération. Mais merci Luc d'avoir parlé vrai et d'avoir rappelé certaines réalités. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. En effet, sur l'application et sur les réseaux sociaux Sud Radio, vous êtes nombreux à partager un quart des logements en France largement sous-occupés. Choquant, bien sûr que non, à 79%. Et les commentaires que j'ai eu l'occasion de vous lire tout à l'heure. Dans un instant, le dernier sujet, doit-on s'habituer à un pays qui ne fait plus d'enfants ou qui n'a plus envie d'en faire? C'est ce qui va nous animer jusqu'à midi. Vous avez choisi la bonne radio, c'est Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite, messieurs, les discussions se poursuivent en antenne. C'est le charme des débats de Sud Radio, toujours en compagnie de Jean-Luc Benamias du côté de Marseille, de Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie et porte-parole adjoint des Républicains, Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Le dernier sujet qui va occuper nos débats désormais, c'est celui du désir d'enfant. Est-ce qu'on doit comprendre, est-ce que vous comprenez, auditeurs de Sud Radio, réseaux sociaux, applications 0826 300 300, ce manque d'envie de faire des enfants dans notre pays, c'est moins 20%. Ce chiffre, c'est la baisse de la fécondité sur les 10 dernières années et avec un retard en plus de l'âge du premier enfant. Est-ce qu'on doit s'habituer à ça? Est-ce que vous comprenez autour de la table ces jeunes qui n'ont plus du tout envie de faire des enfants? Jonas Haddad. Alors moi, je ferai une petite distinction entre le désir de la natalité et la réalité de la natalité. Je regardais pour l'émission une enquête de l'Union nationale des associations familiales et de l'Institut national de la démographie, et dans ces deux enquêtes, c'est convergent, donc c'est deux organismes différents. Le désir d'enfant est à 2,3
par couple. D'accord ? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre natalité, elle est entre 1,6 et 1,7. Ça veut dire qu'entre le désir de natalité et la réalité de procréation, il y a un gros gap. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, je pense que les générations qui sont en âge de procréer sont confrontées, et on le disait tout à l'heure, à des murs qui sont très importants. Les murs importants, c'est la difficulté de trouver un logement. Bien sûr. Les murs qui sont importants, c'est l'incertitude globalement sur le marché économique. Et une autre réalité qui est très importante, c'est leur surfiscalisation, leur surimposition en tant qu'actifs. Encore une fois, les actifs d'aujourd'hui contribuent à ceux qui ne travaillent pas. Donc quand on vous assomme de taxes, quand vous avez des difficultés à devoir vous loger, ça donne pas vraiment envie de faire des gosses. Ça c'est sûr. Jean-Luc Benamias, c'est pour poursuivre la pensée de Jonas Haddad, peut-être sur les murs en France qui ne nous encouragent pas en tout cas à avoir des enfants. On est le 23e pays sur 27 sur la mortalité infantile. En France quand même, on manque cruellement de lits, 15% d'infertilité, beaucoup plus de mamans malades, et on manque de 100 000 places de crèche. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément un pays qui donne, on va dire, envie de faire des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc ? Et pourtant, si vous regardez les chiffres, par rapport aux 27 pays de l'Union européenne, on est dans des pays qui faisons le plus d'enfants, dans la moyenne. Par rapport aux grands pays européens comme l'Allemagne, je crois que nous on est à 1,6, 1,7, je crois que c'est du 1,3, 1,4. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. Ok, oui, il y a absence évidemment d'aide. C'est vrai qu'en France, trouver une crèche, c'est très très difficile. Une crèche publique. 100 000 places de crèche qui manquent. Trouver entre le désir de travail des deux parents et le fait de se dire comment on va faire. L'école, globalement, se termine, et c'est normal, à 16h, 16h30. Qu'est-ce qu'on fait entre le temps de travail et le temps où on doit s'occuper des enfants? Voilà, il y a cette aide-là. Mais après, il y a une crise quelque part sur... Ça existe dans les milieux écolos un peu fondamentalistes, sur le côté à quoi bon faire des enfants, la planète va mourir, et ainsi de suite. Il y a ça, mais c'est pas anecdotique, mais c'est mineur. Je pense que le principal problème vient effectivement du fait de l'aide à la parentalité, l'aide au fait que les parents, quand les deux travaillent, et tant mieux s'ils travaillent tous les deux, puissent s'occuper à la fois de leurs enfants et à la fois continuer à travailler. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Dubu, sur en tout cas sur la volonté de retarder le premier enfant, mais peut-être sur un manque de désir déjà de faire des enfants. Quand on lit l'enquête, c'est assez impressionnant, parce qu'en réalité les chiffres sont très très difficiles à interpréter, et ils donnent deux interprétations qui ne vont pas dans ce qu'on a dit, en tout cas dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est le fait que l'ambition professionnelle, et notamment l'ambition professionnelle du mari ou du conjoint ou du compagnon, peu importe, évidemment retarde le fait d'avoir un enfant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la conjoncture économique. Mais moi, je pense, comme vous, ce que vous avez dit, Jean-Luc et Jonas, je pense comme vous que la politique en faveur de la natalité est fondamentale, la politique publique. Regardez ce qui s'est passé quand M. Hollande est arrivé. Il a détruit la politique, notamment la politique fiscale en faveur des ménages qui voulaient avoir des enfants, et immédiatement, on en a les conséquences. C'est pas à 10 ans qu'on a les conséquences, c'est immédiat qu'on a eu les conséquences. Donc je pourrais revenir sur tout ce qu'il a détruit, mais il est absolument indispensable, c'est comme pour la politique du logement, il est absolument indispensable qu'on ait une vraie politique publique en faveur de la natalité, comme vous disiez tout à l'heure. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, deux remarques et un constat. Première remarque, la baisse de la natalité, ça pose un problème économique majeur. Je ne sais pas comment on paiera les retraites dans 30 ou 40 ans si on continue à avoir ce taux de natalité. Donc ça pose quand même un sujet de société qui doit globalement nous interpeller. Comment est-ce qu'on assure les services publics à venir avec la natalité qu'on a? Sauf avoir un recours massif à l'immigration à 40 ans, on ne tiendra pas. Donc ça pose quand même un problème majeur là-dessus. La deuxième chose, c'est que un pays où les jeunes, les moins de 40, 45 ans, ne se transposent pas sur l'avenir, ne souhaitent pas ou n'ont pas d'enfants, c'est la négation même de la confiance. Et on est dans un pays où aujourd'hui, chaque jour, on nous explique que ça va mal, qu'on va tous mourir, qu'il y a des problèmes insolubles, qu'on vit moins bien aujourd'hui que vivaient nos parents et nos grands-parents, ce qui en plus n'est pas vrai. Mais enfin, on a une espèce de pessimisme ambiant qui est absolument dramatique là-dessus. Et puis troisième chose, et je rejoins, et Jérôme m'a enlevé le point, c'est que une politique, on parle du logement, on parle de la famille, on parle de la natalité,
natalité, c'est une politique. Est-ce qu'on a une politique publique? Est-ce qu'on fait des choses ou pas? Quand M. Hollande a supprimé le quotient familial, effectivement, c'est quelque chose qui a été absolument dramatique pour essayer d'inciter, d'accompagner les couples qui veulent avoir des enfants. On parle des places de crèche qui manquent. Moi, je veux bien. On a quelqu'un qui a été ministre de l'économie pendant 7 ans, qui a doublé le déficit de ce pays et qui ose dire que le déficit de l'État, c'est les collectivités locales. Et dans le même temps, il faut plus de places de crèche. Une place de crèche, c'est 10 à 12 000 euros de déficit par an pour une collectivité. Et si on prend du privé, c'est la même chose, puisque de toute façon, c'est pris en charge par l'État ou par les collectivités qui contractualisent. Donc, il y a un moment, est-ce qu'on veut ou pas avoir une politique familiale, une politique nataliste? Ça a un coût. Bon, et comme on approche de la fin de cette émission et qu'on pourrait évoquer ce sujet très longuement, un mot quand même sur un petit séisme politique qui a eu lieu en fin de matinée. C'est des perquisitions au siège du Rassemblement national. Jordan Bardella l'a annoncé sur Twitter. Une vingtaine de policiers de la brigade financière mènent depuis ce mercredi une perquisition au siège du Rassemblement national. Le président du parti d'extrême droite dénonce, lui, un acharnement. Votre réaction autour de la table? Écoutez, l'avenir le dira si c'est de l'acharnement ou pas. Voilà, il est trop tôt pour juger. Jonas Haddad. On se souvient des images de Jean-Luc Mélenchon aussi lors de sa perquisition. Oui, voilà, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. S'il y a des infractions qui sont constatées, ce sera à la justice de le dire, vraiment. Jean-Luc. Tant qu'on ne sait pas la raison de la perquisition, je peux pas me prononcer. Et il faut rappeler que ça se déroule certainement dans l'information judiciaire qui vise à déterminer récemment si le Rassemblement national, si le RN, a contourné des règles de financement électoral, notamment au niveau européen. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Luc Benamias depuis Marseille, merci à vous, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie, porte-parole adjoint des Républicains. Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Merci d'avoir mis de l'humeur, du ton et de l'engagement dans ces grands débats de l'été sur Sud Radio. Dans un instant, pendant que vous vous apprêtez certainement à manger un petit morceau ou à croquer un bout sur le bord de la route, c'est l'heure de l'actu chaude avec cette loi Duplon. Cette loi Duplon qui a été votée hier, qui concerne les agriculteurs. 2 affrontements évidemment dans la classe politique, ceux qui dénoncent encore du recul au niveau écologique et au contraire ceux qui disent non, c'est ce qu'on ne fait pas assez en France. Ça s'appelle du pragmatisme, mais ça tombe bien, c'est le sénateur qui porte le nom de cette loi qui viendra nous en parler. Et puis à 12h30, restez bien avec nous. Anne Lauvergeon, ancienne PDG d'Areva, qui sera avec nous, un secret si bien gardé. Elle prend la parole rarement, mais elle ne peut plus se retenir de parler avec les scandales et la façon dont on traite notre énergie en France. Vous allez le voir, ce sera un entretien passionnant. 11h59, vous êtes sur la radio du Parlévier, Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.